Parcours de choix, l'émission qui part à la rencontre d'individus à travers leur quotidien singulier et les choix qui ont façonné leur vie. Aujourd'hui, je m'installe dans un salon de thé aux teintes chaudes mêlées de bois. C'est là que je retrouve Marie Pélisson et son sourire tout aussi chaleureux. Nos vies sont pleines d'embûches. Certaines nous font appeler à l'aide. Marie répond à ce besoin en nous proposant une panoplie d'outils. Sa particularité, elle est un couteau suisse de la psychothérapie. Entre aventuriers de tous les jours, atypiques ou engagés, il y a un point commun, un parcours de choix. Bonjour Céline. Je te remercie Avec d'être plaisir. présente et d'avoir accepté cette entrevue. C'est avec grand plaisir. En plus, on se fait plaisir. On peut le dire. Voilà, Hein, tout à fait. Ça, on va le dire juste après. Alors, déjà une petite chose pour ta présentation. Tu es donc psychopraticienne Oui. aux outils multiples. Tu es maman de 3 enfants, dont la première que tu as eue à 21 ans. On y C'est reviendra. ça. Voilà. Tu es sportive. Du dimanche, mais Tu es sportive. et surtout, tu es combattante de tous les jours, entre autres parce que tu vis avec une maladie auto-immune depuis ton adolescence. c'est ça. Voilà, donc dans un premier temps, je voulais te demander, dis-moi, où est-ce que nous sommes ? Alors, on est dans un petit salon de thé pâtissier chocolatier, hein, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, effectivement. Tu vois, là, tout est marqué. Boulangerie, pâtisserie, Et voilà. chocolaterie, salon de thé, snacking. Donc, on est chez Marc Verdon, on peut le dire. Voilà, chez Marc Verdon, tout à fait, à Donc, Pontarlier. à Pontarlier, autour d'une chouette table ronde, et on vient de manger un petit dessert acidulé. Exactement. Donc, on pourrait être plus mal. Ah oui, Hein tout à fait. En plus, il fait super mauvais dehors. Voilà, on est juste au bon endroit au bon moment. Voilà, tout à fait. C'est hyper chaud, l'ambiance est magnifique. Bref, on vous recommande. C'est ça. Et pourquoi tu as choisi cet endroit ? Alors, parce que je trouve que la décoration est chouette, ça fait cosy et moderne à la fois, parce que je suis très gourmande, faut le dire. Je mets pas souvent le nez dans le sucré et je sais pourquoi, parce que quand je commence, je ne peux pas m'arrêter. Hein. J'adore. On aussi. l'avait vu avec les petits macarons la dernière fois. Hein. Exactement. Voilà. Et puis parce que c'est l'occasion aussi de se faire plaisir et puis de pouvoir amener un côté un petit peu exceptionnel avec ces chouettes pâtisseries pour cette occasion. Voilà. Hein Et puis en même temps, je sais pas si vous entendez, mais on a la musique en fond. Peut-être qu'il y aura 2-3 personnes qui viendront s'asseoir autour de nous, mais bon, voilà. On est partage, bien, voilà, hein. exactement. Pour parcours de choix, on n'est pas obligé de toute façon d'être dans un endroit forcément silencieux. Quoi. Oui. On Et est, puis, on moi, est j'aime bien. pas être dans un endroit clos, donc. Eh ben voilà. Donc c'est parfait. En plus, on a des grandes baies vitrées. Bon, pas une vue sur le beau temps aujourd'hui, mais comme on a dit, au moins on est au chaud, on est bien. Alors, dis-moi, peux-tu déjà te présenter toi actuellement ? Actuellement. Alors, actuellement, donc je suis en effet maman de 3 enfants, allant de 12 à 15 mois. Donc 2 filles et un garçon. Je suis psychopraticienne et reçois quotidiennement en cabinet mes patients. Je les accompagne notamment dans le traitement des deuils et traumatismes. C'est vraiment le noyau de mon métier aujourd'hui. Je me suis spécialisée là-dedans. En parallèle, j'ai monté une société et un projet avec mon meilleur ami qui du coup devient mon collaborateur, enfin mon associé, ayant pour but d'essayer de développer et transmettre les outils auxquels je crois que j'utilise tous les jours en cabinet, mais dans le but de prévenir cette fois-ci pour moins guérir. Oui, ça on en Voilà. reparlera de toute façon. Donc c'est en cours également. Je suis mariée. Bon, je suis pas sûre que ça soit mon identité, mais en tout cas ça fait partie de mon actualité. Et puis c'est déjà pas mal. Je suis en cours de formation puisque je trouve que dans nos métiers c'est très important de rester à jour et puis de se diversifier, de pouvoir toujours garder en tête que rien n'est acquis, que le monde bouge et qu'il faut bouger avec lui. Donc du coup voilà, je suis aussi en cours de formation, le tout en essayant de maintenir tant bien que mal un équilibre, tu le disais tout à l'heure, sportif et puis amical. Bon, par chance, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'en ai des vrais. Donc ça c'est Par chance. Ah oui, je pourrais pas donner de l'énergie à tout le monde. Donc j'ai sélectionné, tu vois, c'est épuré autour de moi et heureusement parce que sinon je ne pourrais pas être égale avec tous. Donc voilà.
Ok, très bien. Quels sont les choix d'études que tu as faites, en commençant par le lycée, les premières études que tu as faites? Alors, le lycée, c'était pas un choix. Soyons honnêtes. C'était à l'époque, je pense que beaucoup se reconnaîtront dedans, c'était surtout le choix des parents. C'est-à-dire que la voie générale permettait un plus grand choix, oui, plus de possibilités quant plus tard au métier qu'on pourrait faire. Donc je suis partie dans une voie scientifique, donc c'était bac S à l'époque, je crois que ça a changé maintenant. Alors que j'aime pas les maths, hein, mais j'adorais la bio, ça me sauvait un petit peu. J'ai eu mon bac tant bien que mal, puisque je suis tombée malade, j'ai été diagnostiquée malade à ce moment-là. Et au final, c'est un bac qui ne me sert strictement à rien, mais mis à part peut-être quelques notions qui constituent ma culture générale aujourd'hui, et encore, mais bon, c'est fait, voilà. Et puis derrière, du coup, j'ai été un peu en stand-by au niveau des études, justement en lien avec cette maladie qui m'a court-circuité dans mes plans initiaux. Et j'ai fait petit boulot, histoire de faire quelque chose. Et puis je vivotais. Voilà, clairement, je vivotais. Et puis jusqu'au moment où la grossesse de mon aîné voilà, donc tu es tombée enceinte à 21 ans. Donc on peut dire c'est un choix qui semble s'être imposé. C'est ça. Alors souvent, bien sûr, surtout à 21 ans, j'ai eu le droit à c'est une erreur, c'est un accident. Voilà, c'est un accident. Et je reformulais déjà à l'époque en non, c'est une belle surprise. Voilà, parce que je trouve que parler d'un enfant comme un accident, il n'y a rien de pire. Voilà, je trouve que c'est... Ouais, non, j'aime pas du tout. Oui, très bien. Donc j'ai dit c'est une belle surprise parce que très honnêtement, ça a donné le sens à ma vie. À ce moment-là, je vivotais. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'étais plus toute seule. Donc je me devais et je lui devais cet enfant que je ne savais pas encore une petite fille à l'époque, d'être mieux dans ma tête, mieux dans mon corps, mieux dans ma vie, et je méritais de vivre et non pas de survivre. Donc, une belle surprise, et je reste convaincue de ça. Magnifique. Et donc, quelles sont les décisions que tu as prises à la suite de ça? À la suite de ça, donc le papa de mon aîné était en école d'ingénieur, était en études. Moi, j'étais en stand-by. Et du coup, je me suis orientée, suite à ça, vers ce domaine qui a toujours été une évidence dans mes relations sociales. Au final, aujourd'hui, avec le recul, qui était une évidence aussi dans le rapport familial, mais que je n'avais jamais envisagé comme un métier. C'était l'accompagnement, c'était l'écoute, c'était la psycho au sens large du terme. Mais voilà, ayant 21 ans avec une petite fille, j'avais mes parents autour de moi, mais il ne m'était pas possible de rentrer dans un cursus, ou en tout cas je ne m'en sentais pas capable, peut-être tout simplement à l'époque, un cursus universitaire pour être psychologue, ce qui aurait été un titre beaucoup plus dans les cadres. Voilà. Oui, un petit peu plus fermé aussi peut-être. Peut-être un peu plus fermé, mais surtout beaucoup plus reconnu. Donc ça aurait rassuré papa. Ah oui. Bon. Mais du coup, c'était sans compter sur ma détermination et tête de mule que je suis. J'ai dit non. Et j'ai fait des formations privées, du coup, dans des instituts parisiens notamment, pour pouvoir aujourd'hui être psychopraticienne. Et en fait, j'ai créé mes outils. Enfin, j'ai choisi mes outils qui me servent aujourd'hui à l'accompagnement et qui donnent en fait cette nuance, cette couleur à mon accompagnement, qui ne sera pas l'accompagnement de toute personne qui travaille dans la psycho. Voilà. Tu dis, tu es d'une nature où à la base, on ne peut pas t'imposer quelque chose. Si le cadre ne résonne pas en toi, tu dois trouver d'autres moyens. Oui, je pense que nombreux en ont fait les frais. Alors après, pour me décharger un petit peu. Oh, c'était pas une critique. Non, mais parce que dit comme ça peut sembler enfin, je sais que je l'ai dit et je sais que je le pense, mais ça peut sembler un peu fermé. Mais en fait, c'est pas que je n'écoute pas les gens, c'est que si ça n'a pas de sens, si c'est pas en accord avec mes valeurs, on pourra me faire des pirouettes devant moi. Ça ne changera pas. Par contre, si le point de vue de la personne en face de moi résonne et je me dis tiens, c'est intéressant, mais je serai la première à changer un peu mon point de vue, à évoluer. Mais c'est vrai que tout ce qui est sous la contrainte, tout ce qui est arbitraire, tout ce qu'il faut suivre parce qu'il faut,
mais qu'en fait, il n'y a rien derrière pour nourrir le « il faut ». En fait, il n'y a pas de raison. Voilà, Oui. c'est juste « il faut ». Alors moi, ça, c'est un truc qui m'horripile. Rien que de me dire « Marie, tu dois faire ça », déjà, ça m'horripile. Tu vois, rien que de le dire, je suis en train de m'énerver. Pourquoi ? Tu le sens ? Pourquoi ? Mais oui, je vois. Pourquoi ? Non, mais en fait, personne ne me dit ce que je dois faire. Je suis assez responsable pour respecter de moi-même les règles, les cadres qui me semblent être avec du sens. Ceux que j'ai pas envie de respecter, c'est mon âme et conscience. Et puis j'ai envie de dire, si un jour on me prend la main dans le sac, et j'assumerai. Voilà, j'ai envie de dire. Et puis surtout, ce qui ne passera pas et qui n'est jamais passé, c'est le chantage. Oui. Voilà. Et je viens d'un papa qui m'a toujours dit, si un jour on te fait du chantage, par principe, tu choisis l'option opposée. Donc voilà, au moins c'est clair, le décor est posé. Bah oui. Et je pense que mon mari est bien au courant. Ouais. Lui, il le sait dès le départ, donc c'est pas une mauvaise surprise. Et voilà, c'est vrai que c'est important pour moi que ma ligne de conduite, ce sont mes valeurs et non pas ce qu'il faut faire. Tout ça t'amène à faire des choix pour toi parce qu'ils vont en fait te sembler justes. Oui. Et tu me racontais entre autres que tu as souvent la poisse. Ça, c'était tes termes. Donc j'imagine en fait des obstacles. C'est ça. Que tu as dû parcourir. Et donc j'imagine qu'ils font ta force et qui créent aussi ta confiance. Aujourd'hui. Peut-être que tu peux... oui, aujourd'hui. Peut-être que tu peux nous parler de certaines poisses qui ont pu t'arriver. Ah, alors, il faut que ce soit chronologique ou pas forcément ? Pas forcément, les plus marquantes, on va dire. Les plus marquantes. Je dois t'avouer que j'aimais bien celle du bac. Alors je pensais à celle-ci. Alors c'est vrai que celle-ci, sur le moment, c'était pas rigolo, mais aujourd'hui, je me dis, je reviens de loin. En fait, donc comme je le disais, pendant mon année de terminale scientifique, j'étais très absente parce que j'étais malade. Alors à ce moment-là, on mettait ça un petit peu sur le psychosomatique. C'est vrai que j'ai toujours été un petit peu bileuse, en tout cas avant, enfant. Oui, puis on dit souvent ça des femmes en général. Voilà. T'es bileuse, c'est le stress, c'est les règles, je me mettais une pression, voilà. Voilà. Donc, tu verras, une fois que le bac de français sera passé, le bac de français est passé, ça n'allait pas mieux. Et puis, l'année terminale, ça a été vraiment l'apogée de la maladie, en quelque sorte. Donc, j'ai loupé peut-être la moitié du temps scolaire, en fait, cette année-là. Donc, c'était très compliqué. Et donc, je passe mon bac tant bien que mal. Mes parents, peu d'espoir sur le fait que je puisse l'avoir, parce qu'encore une fois, le contexte faisait que j'ai un peu ramé et couru derrière le rythme. Et par chance, je suis au rattrapage. Bon, c'était une chance pour moi. Bien. Et j'étais au rattrapage de 10 points. Donc autant te dire que c'était rien du tout. Ouais. Et je pense que j'avais été sanctionnée de mon absentéisme. Oui, clairement. Mais parce que on ne savait pas ce que tu avais, donc tu n'avais pas de justificatif. Donc on met ça sur le stress, sur l'absentéisme. Voilà, et donc je pense que les 10 points sont là, mais c'est un autre sujet. Et donc ravie de me dire que c'est sûr que j'allais l'avoir parce que j'allais cartonner au moins la SVT. Sauf que bien sûr, sinon c'est pas drôle, 2 jours avant le moment de l'oral, je me réveille dans la nuit, 41 de fièvre, à hurler de douleur. Qu'est-ce qui se passe ? Je me tenais la poitrine, j'étais vraiment une douleur, je m'en souviens encore, c'était vraiment très 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 perçant. Donc là, panique à bord, on appelle les pompiers qui arrivent, c'est une crise cardiaque. Donc moi j'entends ça, j'étais bileuse, je le rappelle à l'époque, je me dis ça y est, je vais mourir, c'est la fin de ma vie. Et puis bref, je vous passe les détails, mais je suis hospitalisée, on me fait toute une batterie d'examens, au final c'était une péricardite aiguë, donc en soi mieux qu'une crise cardiaque, mais quand même bien embêtant parce que du coup, j'avais une inflammation, une infection en fait au niveau du péricarde et j'étais contrainte à l'immobilisme. Donc, le médecin m'a dit, vous n'irez pas au rattrapage. Donc, j'ai dit, il est hors de question, cher docteur. J'ai dit, donc, si vous ne me laissez pas sortir, je sors par la fenêtre. Donc, il a dû voir que là aussi, on ne m'imposait pas grand-chose, même si j'étais pas en forme pourtant. Ouais. Et puis, donc, il a dit, ok, mais bileuse, mais du caractère quand même. Ouais. Et puis, surtout pas envie de refaire une année de terminale que j'avais subie. J'avais qu'une envie, c'était de prendre mon indépendance. J'avais conscience que ça me servirait à rien.
Mais bon, enfin voilà, j'avais envie de clôturer ce sujet. Oui, mais voilà. je pense qu'on a tous eu envie, une fois que le bac était passé, c'est bon, c'est fini. On passe à autre chose. Quoi. Voilà, exactement. Et donc là, la projection que ça puisse pas se faire, non, ça passait pas. Donc du coup, le médecin a compris, mon père lui a rappelé que j'étais têtue et il a appelé le centre d'examen en disant « Ok, tu passeras ton bac de rattrapage, ton oral. Par contre, j'ai appelé, tu passes en premier, fauteuil roulant, perfusion, aucun effort physique, parce qu'il ne fallait pas solliciter le cœur, en fait. Oui. Donc c'est vrai que le stress, ça ne sollicite pas du tout le cœur, c'était ça qui était bien. Hein, oui, en même temps, j'étais dans un sale état, tu verrais. Je pense qu'ils ont vu ma tête, ils ont dit, ok, tiens, tu l'as, ton bac. Surtout pour 10 points. C'est ça. En tout cas, je pense que je l'ai eu parce que j'ai mérité de l'avoir, parce que j'ai pu mener mon truc à bien, shooter comme jamais, parce que je vomissais tout ce que je pouvais. Enfin, vraiment, j'étais vraiment très, 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 très mal. Oui. Mon père qui m'a poussée, je faisais pitié, ma pauvre. Et puis au final, je l'ai eu. Donc, avec l'enthousiasme, avec la joie, je me suis dit, c'est bon, c'est réglé. Donc, je suis rentrée chez moi en me disant, c'est bon. Et puis la rebelote, je suis restée peut-être 10 jours ou une semaine ou 10 jours à l'hôpital. Enfin, c'était une période très compliquée et c'est donc là où on s'est questionné, on s'est dit mais c'est bizarre, à son âge, quel est ça ? Et où on m'a diagnostiqué justement cette maladie auto-immune à ce moment-là, quoi, tout simplement. Donc en fait, tu apprends que ces dernières années, tu n'étais pas folle, ni bileuse, ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il y avait effectivement bien un problème, quoi. Exactement. Et alors, c'était compliqué, mais d'un côté, ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village, quoi. Effectivement. J'ai vu dernièrement pas mal de gens malades. À partir du moment où ils s'en sortent, et même avant qu'ils s'en sortent, les priorités ne sont plus les mêmes. Je dirais même qu'ils choisissent de faire des choix, justement, et de s'empresser de vivre, et de vivre bien. Et tu ne t'embêtes plus en fait avec des choses futiles. C'est ça, exactement. Voilà. C'est exactement ça. Ça amène de la maturité, mine de rien. Mais ce qui est bien, c'est que, alors cette maladie auto-immune, tu l'as toujours. Oui. Tu pourrais, d'une certaine façon, ça peut être une excuse. Alors une excuse sans en être une, parce qu'elle est vraiment là. Donc tu pourrais te dire, bah voilà, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire ou que tu ne devrais pas trop tenter de faire. Ça c'est le discours de ma mère. Voilà, c'est même le discours de pas mal de gens, j'ai l'impression, de toute façon. Et c'est ce que je peux imaginer en tout cas. Et toi, par contre, tu fais le choix inverse. Exactement. Moi, je me dis que rien n'est acquis, donc raison de plus pour profiter de chaque moment. Donc, par contre, ce que ça m'a appris, c'est d'arrêter de procrastiner. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment je vais être demain, donc tout ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais. Donc, tu ne perds pas de temps. Je ne perds pas de temps. Le contre-coup, ça a été que du coup, j'ai eu comme à un moment donné une soif de vivre qui était presque qui était presque de l'abus. C'est parce que un peu ce besoin de récupérer le temps perdu, ce besoin de vivre intensément chaque moment, voilà. Je pense que toutes les personnes qui ont été bien malades et à un moment donné en sont sorties ont eu cette phase où l'équilibre a été dur à trouver. Oui. Voilà. Et bon, aujourd'hui, je pense que ça t'a occasionné peut-être une sorte de burn-out, quelque chose comme ça ? Non, je pense que j'ai fait comme une crise d'ado en décalé, quoi. Tu vois ? D'accord, oui. C'est-à-dire que j'ai eu ma fille, j'ai subi cette maladie, tout ça, pendant quelques années. Et puis à un moment donné, mais j'avais juste envie, sans embêter ma mère, je le faisais par principe. Tu vois ? Oui. Le truc de contradiction, là, et d'opposition, c'était dangereux, je le faisais pour montrer que j'étais pas faible, que j'étais pas, que je pouvais le faire. Donc j'ai sauté en parachute, non mais... oui, quand même, oui. Non, c'était bien. Hein. Oui, en fait, on construit sa propre identité quand on est adolescent, donc on prend des risques, etc. Et puis toi, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de le faire à ce moment-là, et tu l'as fait après. Je pense que quoi qu'il en soit, on a besoin de le faire. On a besoin de dire à un moment, voilà, mon identité, c'est ça. Et ça passe par certaines choses. Et puis sortir de cette image de petite fille malade. Voilà, non, je suis plus une petite fille malade, je suis une maman et je suis une femme et je décide. Et c'est vraiment là où j'ai suivi un peu ce leitmotiv de personne va m'imposer ma vie. Alors qu'avant, j'étais justement un petit peu influençable. J'étais très petite fille à maman, tu vois, qui avait peur de tout.
Et en fait, il y a vraiment ce switch avec la naissance de ma fille où je me suis prise en main et où j'ai dit c'est fini en fait. Je ne suis plus ce qu'on veut que je sois. Je vais être qui je suis. Et du coup, donc il y a eu tout un apprentissage, un travail personnel bien évidemment, et puis une manière de voir le monde parce que comme tu le disais tout à l'heure, voilà, mon meilleur ami a l'habitude de m'appeler la poisseuse. De toute façon, dès qu'il m'arrive quelque chose, tu peux être sûr que c'est pour moi. Voilà. Et en fait, on en rigole maintenant. Alors sur le moment, je te dis pas, des fois j'en chouine un peu parce que je me dis ça commence à bien faire cette histoire. Et le lendemain, j'en rigole et j'en ai des fous rires avec mon mari parce que, mais oui, mais en même temps, c'est Marie Pélisson. Tu peux être sûr que c'est moi, quoi. Donc en fait, tu as la poisse, mais après, une fois que c'est passé, tu rebondis. Ouais, en fait, la poisse, c'est même ça qui est bien aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, je touche du singe. Alors, je précise qu'elle s'est touché la tête quand elle a dit qu'elle touchait du singe. Oui, ça marche bien. Jusqu'à maintenant, j'arrive dans les moments de poisse à me dire, j'ai pas de bol, mais ça pourrait être pire. Donc en fait, j'ai de la chance. Tu vois, récemment, je sais pas si je te l'avais raconté celle-ci. Vas-y, je t'en prie. Récemment, je vais pour faire un soin du visage. Ça te parle ou pas? Non, pas du tout. Eh ben tu vois. Juste avant mon opération récente, je vais pour faire un soin du visage. Pour me détendre, pour m'apaiser, pour me relâcher. Et puis tu sais, c'est un centre où on met du froid, là, de l'azote pour pouvoir aider la peau à se régénérer. J'adore, ils sont des amours là-bas, vraiment pas de bol ce qui m'est arrivé pour le coup. Et au moment de mettre le froid, l'embout était mal fixé et l'embout a été propulsé à une vitesse et une pression phénoménale au niveau juste au coin de mon œil, tu vois là. Et j'ai une cicatrice, j'ai été ouverte à 2-3 points de suture. Ah oui, quand même. Ouais. Et en fait, sur le moment, je me dis, parce que je me suis prise une sacrée droite, vraiment, non, ça fait mal. J'avais mal au crâne, enfin, j'étais pas bien. On voit la petite cicatrice. Voilà, quand même. Le soir même, je me dis, mais c'est pas vrai, je vais pour prendre du temps pour moi. Il n'y a rien qui peut laisser penser que je me mange le langin dans la tête, quoi. Puis là, pour le coup, c'est vraiment pas de ta faute. Là, je veux dire, rien y faire. Ah bah non, moi j'étais allongée sur la table en disant, coucounez-moi. Oui, voilà, tu vois. tout à fait. Et là, c'est pas censé arriver. Je me suis pris une droite. Et puis du coup, le lendemain, je me réveille et puis du coup, je regarde, je me dis mais je vais avoir une cicatrice. Et puis les boules, quoi, une cicatrice sur le visage. Tu te dis, tu vois, c'est pas chouette. Et puis là, du coup, mon mari, il vient, il me dit oh mais ça se verra pas beaucoup et tout. Et je lui dis mais tu sais ce que je suis en train de me dire? Ça aurait pu être l'œil. Parce que quand même, à 1 centimètre, on est dans l'œil. Très, très, très proche de l'œil. Voilà, et je me dis, là, à mon avis, je perdais l'œil. Ouais. Donc je me dis, tu sais quoi, j'ai du bol. Et ben voilà. Et ça, c'est un petit peu... Et souvent, je dis ça à mon ami Laurent, et je lui dis, non, mais tu sais quoi, dans l'histoire, j'ai du bol. Il fait, ah bah oui, quelle chance. Alors il rigole. Mais parce que ça aurait pu être pire. Tu vois, ça aurait pu être pire. Exactement. Donc bon. J'en ai que ça, des expériences comme ça. Ça fait partie de mon quotidien. Les semaines où il n'y a pas un truc un peu bizarre comme ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il va en arriver une grosse là dans pas longtemps. Alors je me dis, on verra, on rebondit. Et puis du coup, c'est ce qui m'a poussée à chaque fois à tirer la conclusion que c'est pas chouette, mais j'y arrive. Ouais. Donc j'ai confiance en moi aujourd'hui. Ça, je pense que c'est assez stable, la confiance en moi. Rares sont les moments où je me dis, j'y arriverai pas. Tu vois, je me dis ça sera pas simple, mais je suis pas plus bête qu'une autre, donc je devrais y arriver. Ouais, tu y arriveras quoi qu'il en soit. Voilà. À propos de tes passions, oui. Quelles sont tes passions, hobbies, sports? Qu'est-ce que tu choisis de pratiquer? Alors, je ne fais pas partie de ces personnes qui restent focus sur une seule discipline et du coup qui excellent. C'est mon interprétation. Je suis très curieuse et je me lasse vite. Donc, ça a été souvent reproché, ça, dans mon fonctionnement. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper cool parce que du coup, je suis une touche à tout un peu, tu vois. Alors, pas tout, mais j'aime bien faire Je vais avoir ma phase, par exemple, guitare. Voilà. Et ma guitare, elle traîne, elle prend la poussière au fond de fin fond de mon salon. Mais j'aime bien, elle est belle. Mais tu en fais un petit coup. Et j'en fais un petit coup de temps en temps. Voilà. Après, je fais 2-3 morceaux. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça me saoule. Donc, j'arrête. Souvent, quand je fais de la guitare, j'aime bien écrire des chansons, des textes aussi. Donc, du coup, j'avais fait justement un petit slam à mon mari au mariage avec la guitare. Et puis... on avait fait venir un groupe de musique là qui est en train de percer un peu, que j'adore. Ça s'appelle Océnou, si vous avez
j'avais l'occasion de découvrir, c'est génial. Très bien. Et qui étaient donc, qui sont on va dire ça comme ça, des copines, et qui sont venues au mariage, et en fait, elles avaient écrit un refrain sur mon texte. Et en fait, elles ont fait la surprise de chanter pendant la cérémonie, alors qu'ils s'y attendaient mais absolument pas. On se n'avait jamais répété ensemble, donc la fin a été un petit peu pourrie parce que j'étais trop sous l'émotion. Mais voilà, d'un coup, je vais me fixer un objectif comme ça en disant, tiens, si j'écrivais une chanson à mon époux, si je me mettais à faire de la guitare, que ça fait 3 ans que j'ai pas touché, et puis si en même temps je contactais un groupe de musique pour qu'ils m'écrivent un petit, enfin tu vois, voilà, je vais avoir des idées un peu comme ça, et puis je vais aller à fond là-dedans, et puis après j'en ai marre, et puis je passe à autre chose. Dans le côté un peu artistique, il y a la peinture aussi que j'aime bien. L'aquarelle notamment, donc ça pareil, genre des phases. Des fois je vais me coucher à 1h, 2h du matin parce que je suis dessus, et puis là ça fait peut-être 6-7 mois que j'ai pas touché, et puis d'un coup je vais m'y remettre, et puis enfin voilà, c'est vraiment très ça dépend de mes humeurs, de mes besoins, de mon énergie. Ce qui est assez régulier, assez constant, c'est quand même le sport, où ça sera pas toujours le même sport, mais en tout cas besoin de me dépenser physiquement. Tu le fais très régulièrement, ouais, ça. Je vais te dire, c'est un besoin. Si je fais que 3 fois la semaine, je suis pas bien, quoi. Oui. Voilà. Idéalement, il faudrait que j'aille tous les jours. Voilà. Alors, encore une fois, d'une manière différente, ça peut être aller marcher en montagne, comme ça peut être aller avec mon ami en salle, ou ça peut être faire du roller, ou ça... n'importe. Mais j'ai besoin... comme la dernière fois, un semi-marathon. Un semi-marathon non préparé, exactement, où ça m'avait bien... Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, je boitais un peu, non ? Un petit peu au niveau des hanches, effectivement. Voilà, non, mais ça, c'est moi. Ça va mieux depuis ? Oui, ça va mieux, je te remercie. Et oui, non, mais voilà, globalement, j'aime bien le sport, j'aime bien le wakeboard, le kitesurf, les sports où tu sens que tu es fatigué derrière. Oui, tu te dépenses bien, ouais, et tu te vides l'esprit. Tu les essayes bien, quoi. Enfin, ouais, j'aime bien. Et puis, je pense que, voilà, j'ai un métier aussi, même si parfois ça peut être... pas vraiment considéré comme tel par la plupart, mais psychologiquement fatigant, parce que je ne suis pas juste assise à écouter. Il y a vraiment une vraie empathie, et puis surtout des protocoles. Et étant donné que le noyau de mon métier, c'est quand même les deuils et les traumas, alors encore une fois par choix, mais c'est aussi psychologiquement, émotionnellement éprouvant. Oui. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai besoin juste de mettre sur off le cerveau et de courir, de marcher, de respirer, de me fatiguer physiquement. Je pense qu'il n'y aurait pas cet équilibre artistique, parce que je le prends un peu comme ça, le chant, l'écriture, la guitare, le dessin, voilà, pour moi c'est plutôt artistique. Et le côté vraiment sportif, un peu brut, on y va, on se démène la hanche, c'est pas grave, on y retourne demain. Voilà, tu vois, ça c'est... Mais, et en même temps, je n'en fais pas suffisamment pour exceller. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour je vais me dire, ah tiens, j'ai envie de faire une exposition de peinture, là je vais m'y mettre à fond. Mais aujourd'hui, j'ai pas le niveau pour faire une exposition, j'ai pas le niveau pour faire un concert, j'ai pas le niveau pour ni l'envie. Non, et puis oui, en fait Juste quel est le sens, faire, quoi. Voilà. J'ai envie de faire, j'ai envie de me nourrir de cette discipline, j'ai envie j'ai envie de ça. Voilà. Donc si j'ai envie de ça, je le fais. Mais je pense que beaucoup de gens n'osent pas commencer quelque chose parce qu'ils se disent mais où est-ce que ça va me mener ? Mais de toute façon, je vais faire ça 2 minutes et après je vais m'arrêter. Et pourquoi pas ? Et puis c'est la peur de l'échec. D'être aussi, ridicule, de se dire mais je vais pas commencer à mon âge à faire ça. Et ben moi, si j'ai envie de commencer un truc maintenant, je le ferai. Hein. Et puis je suis ridicule, mais je m'en fous. Le ridicule ne tue pas. J'en ai déjà eu, moi, des phases de ridicule. J'en rigole moi-même parce que je me dis, de toute façon, c'est moi. Hein. Donc, tu peux être sûr qu'il y a toujours un truc imparfait. Tu vois, la faute dans la date pour l'invitation au mariage, c'est moi. Tu vois, typiquement, le truc, tu l'as relu 5 fois, c'est quand je donne à mes voisins, ils me disent, par contre, tu t'es pas trompé de moi ? Oh merde. Voilà, mais ça c'est moi. C'est-à-dire que tout va être beau et là tu vas avoir le petit Blanco qui va chercher le truc. C'est génial. C'est l'histoire de ma vie. Et je suis parfaitement imparfaite et ça me va très très bien comme ça. Ah ouais, mais voilà, tout est comme ça quoi. Ah c'est beau, purée.
Et on va reparler un petit coup de ta famille, là. Oui. Tu nous la représentes à nouveau ? Alors, donc 3 enfants de 2 papas différents. Ouais. Donc mes 2 filles, qui sont les aînées, viennent d'une précédente union. Oui. Et le petit garçon, le petit dernier, Noé, qui a 15 mois, qui vient de mon union actuelle, de mon mari actuel. Voilà. Ça, c'est ma famille proche. Oui, c'est la famille, mon foyer, quoi. Ok. Et donc avec tout ça, avec tout ce que tu m'as raconté, comment tu t'organises ou vous vous organisez tous ensemble ? On s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Alors, il y a eu pas mal de remue-ménage et de chamboulements d'organisation de par la garde qui était partagée, qui ne l'est plus. Donc, on a dû s'adapter pas mal de fois. Aujourd'hui, c'est assez stable. On est en garde exclusive. Donc, ce qui est chouette, c'est que les 3 enfants évoluent et grandissent ensemble. Donc, c'est vraiment bien. Et puis, moi, j'ai levé le pied aussi. Parce qu'autant, une période de ma vie, j'avais besoin d'être peut-être reconnue, particulièrement dans le côté professionnel de par mon parcours de vie. Autant aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver. J'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie... Tu as envie d'être bien. Ouais, d'être bien et d'être juste. Et du coup, pour moi, ça n'a pas de sens que de passer ma vie au boulot à accompagner du mieux que je peux, parce que c'est vraiment mon optique, mes patients, et pas être là pour ceux que j'aime. Ça n'a aucun sens. Donc, je fais de mon mieux pour avoir un rythme qui est adapté à mon énergie pour mes patients et pour avoir la disponibilité nécessaire pour mes enfants et mon mari, même s'il a moins besoin de moi qu'ont besoin mes enfants, mais Bien bon, sûr, c'est mais un oui. tout. Voilà, c'est vrai que l'organisation est comme ça. Donc, par exemple, je travaille que très très rarement les mercredis, je ne travaille pas le week-end. Là où avant je finissais tous les soirs à 20h, et ben aujourd'hui il y a 1 ou 2 soirs où je vais finir plus tard. Donc je me suis libérée là-dessus, en me disant qu'au bout d'un moment, je m'en fiche de ce que pensent les autres. Et j'ai assez pour vivre. Donc voilà, j'ai envie de partager des vrais moments. J'ai pas envie de... C'est bien beau d'avoir beaucoup de sous et d'acheter plein de cadeaux pour compenser une absence. Mais c'est pas ma vision aujourd'hui. Et puis tu disais que c'était important pour toi aussi de prendre soin de toi Oh oui. pour justement être bien pour ta famille. Exactement, pour moi c'est un tout. Dans ma famille, j'en fais partie. Et du coup, si moi, je ne prends pas soin de moi, c'est aussi ne pas prendre soin du système familial. Parce que du coup, je vais être beaucoup plus à fleur de peau, aigrie, frustrée peut-être, et qui va en pâtir ? Ceux que j'aime. Donc du coup, aujourd'hui, un peu ma vision, c'est de me dire, si ça va pas, je prends soin de moi. Et c'est totalement clair, tout le monde est OK avec ça. C'est-à-dire que je peux librement dire à mes enfants, à mes filles, parce que le petit est petit, mais à mes filles, mais écoutez les filles, là j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et en fait, elles respectent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, OK maman, vas-y. Et du coup, quand l'une ou l'autre me dit, écoute, j'ai besoin d'être seule, mais bien sûr. Et personne ne le prend comme, tu veux être seule, donc tu ne m'aimes plus. Donc non, mon mari c'est pareil, si je lui dis demain, écoute, tu sauras, je me suis organisée avec les enfants, la semaine prochaine je pars 5 jours randonnée, il va me dire ok. Et puis éventuellement il va me dire quelque chose ne va pas, je vais lui répondre, j'ai juste besoin de me retrouver avec moi-même, ok. Voilà, et puis je le pousse à faire ça aussi. Voilà, comme ça, on essaye d'être à l'écoute les uns des autres et de s'apporter ce qui va nous aider à cet instant-là dans notre vie à recharger les batteries. Et comme je dis à mes filles, t'as beau aimer le chocolat et t'as beau aimer le fromage, et à un moment donné, ça sert à rien de me proposer du chocolat si je veux du fromage. Et pourtant, c'est pas que je n'aime plus le chocolat, c'est juste que c'est pas l'instant, c'est pas le moment, c'est pas mon envie. Et donc du coup, cet exemple-là, il a été repris et repris pour pouvoir s'autoriser ces moments de liberté au sein d'un fonctionnement en équipe. Vous vous respectez beaucoup en fait. On essaye. Alors après, encore une fois, j'ai des enfants qui sont pas très grands. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des cadres, il y a des réajustements. Je vais pas te dire que cette vision fait que tout le quotidien est toujours facile. Non, c'est faux. Mais par contre, c'est notre ligne conductrice. Et je pense qu'on est assez fidèle à cette ligne-là. Et on essaye toujours de recadrer sur cette ligne-là en étant tolérant. Et surtout, moi, c'est pas parce que je suis une maman que je suis plus une femme. Et cette liberté,
n'est-elle pas pesante sur la confiance, parfois, la liberté que vous vous accordez, particulièrement avec ton mari ? Tu dis que tu vas partir en fait pendant 5 jours, qu'il n'ait pas peur, que tu souhaites en fait le quitter ou aller voir ailleurs ou tout ça. Voilà. Écoute, je pense que j'ai la chance d'avoir un mari qui a compris depuis très longtemps que la jalousie n'apportait que du mal. Et qui a pu déjà, avant que je le rencontre, faire un travail là-dessus. Donc il me fait, je pense, vraiment confiance. Et moi, je n'ai jamais, je parle pas de l'enfance, mais en tout cas en tant que femme, je n'ai jamais été de nature jalouse, ni dans la réussite des autres, ni dans les amitiés, ni dans mon couple. Et certains penseront peut-être que c'est parce qu'on m'a jamais trompée, mais si, on m'a trompée, et pour autant, je ne suis pas plus jalouse aujourd'hui, parce que j'ai décidé que je voulais pas céder à ça. Et du coup, pour moi, la peur n'évite pas le danger, quoi. Je pars du principe que si notre couple, on va parler du couple, fonctionne, qu'on respecte les besoins, les envies de chacun, qu'on est bienveillant. Enfin moi, si à chaque fois que je vais dans un restaurant, je ressors émerveillée, je vais avoir envie d'y retourner. Tu vois, et du coup, pour moi, en fait, le but, c'est pas de le contraindre à rester dans le foyer, par peur que peut-être il trouve mieux ailleurs. C'est de faire en sorte que ce foyer soit toujours accueillant, que moi, je sois la plus proche possible de la plus belle version de moi-même, avec bien sûr des fois des hauts débats, mais en tout cas, j'essaye de m'y tenir. Et puis qu'ils se disent, mais en fait, bah oui, c'est sympa la petite pizzeria là-bas. Mais moi, j'ai du gastro à la maison, quoi. Tu vois ? Qu'est-ce que tu veux que j'aille manger des pizzas toute ma vie ? Donc, je sais pas, je dois avoir faim inconsciemment, parce que je fais que des métaphores autour de la bouffe, non ? mais tu vois l'idée, quoi. L'idée, c'est vraiment de me dire que, bien sûr que ça peut arriver, et j'en suis totalement consciente. Je suis pas du tout dans ce truc, c'est acquis, il ne pourra jamais me tromper. Non. Et comme je ne suis pas à dire, je ne le tromperai jamais, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est vrai. Voilà. Par contre, tout ce que je peux affirmer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de le tromper et qu'aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'énergie dans mon couple et que si quelque chose dysfonctionne, j'ai pas envie d'aller chercher l'énergie ailleurs, j'ai envie de trouver l'énergie pour la mettre dans mon couple. Et du coup, pour moi, ces moments de liberté, ces moments de reconnexion à soi, c'est même plus que de la liberté, tu vois. C'est de s'autoriser à un moment donné à dire pause sur tous les stimuli externes et se dire non, attends, moi, je suis où moi ? Et pour moi, ça, c'est une force, c'est pas un danger. Le danger, c'est le jour où on pourra plus se le permettre, je pense. Oui. Comment on gère les moments durs ? Voilà, il y a des moments de poisse anecdotiques, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et puis il y a des vraies difficultés de vie. Bien sûr, un divorce, ça fait mal. Quand en plus il y a des enfants en jeu, il y a beaucoup de schémas idéaux qui s'effondrent. Je pense que ce soit le divorce, que ce soit la maladie aussi, avec cette croyance qui est vraiment un leitmotiv pour moi aujourd'hui, que rien n'est acquis, et vraiment profitons, savourons. Et à contrario, quand c'est compliqué, c'est pas fait pour durer. Hein, donc du coup, tiens bon, Marie, ça va bientôt passer, quoi. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien, ça vient de la maladie. Et par contre, l'agression aussi, puisque j'ai eu des moments un peu très compliqués dans ma vie, avec des agressions très profondes. Et je trouve que c'est ce qui donne confiance en soi. Alors, je souhaite à personne d'être agressé, bien évidemment, mais quand on en sort, c'est ce qui permet donc d'atteindre cette résilience, qui est le fait de pouvoir transformer l'événement, le traumatisme en quelque chose de beaucoup plus... en des apprentissages, en fait, des notions clés qui vont nous servir, qui vont être un carburant dans notre vie. Et puis, du coup, même une croissance post-traumatique, comme on l'appelle. C'est-à-dire que non seulement j'ai guéri, mais en plus, je suis une plus belle version de moi-même. Et ça, on est capable de le faire, on est tous capables de le faire, notre cerveau est capable de le faire, donc rien que pour ça, on est tous capables de le faire. Est-ce que c'est simple ? Absolument pas. Moi, j'ai le souvenir, pour parler de ça, que ce soit dans le divorce ou que ce soit dans l'agression, d'avoir eu un contre-coup très rapidement après, où j'étais presque dans un état autistique dans mon lit, à faire des avant-arrière et pieds vides, et où à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et pourtant, j'étais déjà psy, donc je me suis dit, mais comment je vais faire ? J'ai 2 enfants à l'époque qui comptent sur moi.
comment ? Je ne voyais pas le bout et je me suis dit, mais en fait, il y a 2 options. C'est soit tu te retrousses les manches, tu mets les gants et tu mets les mains dans la... soit tu t'effondres, vraiment. Donc par chance, j'avais à ce moment-là autour de moi très peu d'amis, surtout un ami qui était là, Laurent pour ne pas le citer, bien sûr, et qui était juste une écoute, une épaule, mais du coup ça a été l'épaule sur laquelle je me suis accrochée pour donner le premier élan et pour me dire allez, je vais voir un psy en fait, tout simplement. Voilà, écoute, même le meilleur neurochirurgien ne peut pas s'opérer tout seul. Non, donc voilà, je vais voir tu un peux pas psy. te parler à toi-même. Enfin, tu peux essayer, mais généralement, en fait, j'ai dégrossi le travail à chaque fois. Et puis pour aller plus en profondeur, j'ai été voir une personne de confiance qui m'a accompagnée. Et c'est pour ça que on est humain avant d'être un métier, avant d'être une compétence, on est humain. Et heureusement, et du coup, cette humanité fait qu'on a des émotions. Et que ces émotions, parfois, ont besoin d'être évacuées et qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc voilà, moi je suis, je pense, un bon exemple pour dire que la résilience existe. J'ai pas la prétention de dire que ce que j'ai vécu c'est pire que les autres, c'est pas ça du tout, mais en tout cas je pense avoir eu mon lot d'épreuves dans la vie. Je pense que je suis assez légitime dans ce que je dis et vraiment convaincue que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. À partir du moment, bien sûr, où on arrive à s'entourer des bonnes personnes et où on se donne les moyens d'aller. Parce que c'est aussi une solution que de se complaindre toute sa vie en se disant si je vais pas bien, si je suis malade, si je suis triste, c'est à cause de un tel. Alors oui, l'autre est responsable de ce qu'il a pu nous faire, mais on est responsable de ce qu'on en fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu disais quelque chose aussi qui m'avait beaucoup touchée la dernière fois. Tu disais, c'est pas parce qu'il est arrivé quelque chose de terrible qu'on en perd ses valeurs. Exactement. On n'est pas... toutes les agressions qu'on peut vivre, alors quand je dis agression c'est très large, que ce soit les agressions de l'environnement, les agressions professionnelles, personnelles, intimes, qu'importe. Tout ce qu'on vit comme une agression, en aucun cas a le pouvoir de casser notre valeur. Et comme j'ai tendance à le dire à mes patients, cette valeur elle est là dès la naissance, c'est un joyau qui est toujours là et qui restera toujours là et qui se nourrit des épreuves, qui se nourrit des obstacles dépassés. Et en fait, si on le voit pas, c'est pas parce qu'il est pas là, c'est parce qu'en fait, on l'a camouflé à travers beaucoup de choses. Et en fait, il faut faire un joyeux tri, quoi. Voilà, il faut mettre les mains dedans et puis dire, il est où mon joyau là-dedans ? Et on le retrouve. Mais j'en suis convaincue qu'on aura beau essayer de rabaisser, de détruire, de blesser quelqu'un, sa valeur reste intacte. Par contre, c'est l'estime qu'il a de lui, la confiance ou l'image qui peuvent être impactées, mais la valeur, elle est là. Et ça, et c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre force. Tu fais le choix d'être multifonctionnel. Tu peux nous redire exactement tous les domaines d'activité que tu as dans la psychothérapie ? Alors du coup, donc j'ai une formation en quelque sorte de base en psychopathologie clinique qui permet de comprendre un petit peu, appréhender les diverses pathologies. J'ai une formation d'hypnose, donc je suis maître praticienne en hypnose. Je suis enseignante internationale en PNL, donc qui s'apparente à du coaching. J'ai été formée aussi en hypnose rapide, ce qui me permet à mes heures perdues quand j'ai envie de faire un peu de spectacle aussi, comme ça, en hypnose. On en reparlera de ça. Voilà. Ensuite, je suis formée en neurothérapie, ce qui me permet d'accompagner vraiment dans le traitement des deuils et des traumas. Ensuite, j'ai une formation pour accompagner les enfants également, la sexothérapie et la thérapie de couple. Et je suis en cours de formation donc en synergologie, qui est une discipline qui étudie le langage corporel pour pouvoir appréhender au mieux l'esprit humain. Et je crois que je n'ai rien oublié. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi d'avoir tout ça ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me lasse vite. Et je crois qu'il n'y a rien qui me met plus en colère et en frustration que d'être face à une problématique que je n'arrive pas à résoudre ou à comprendre. Donc, je trouve que tout est complémentaire. Il ne me semble pas que ce soit éparpillé. C'est complémentaire et je trouve que c'est un moyen de pouvoir proposer des clés dans différents champs
pour mes patients qui sont uniques, hein, chacun est unique et qui arrive avec son vécu, sa sensibilité aussi et sa problématique, voilà. C'est ce que j'allais te demander justement, qu'est-ce que ça apporte à tes clients ? Je pense que mes patients sont contents de pouvoir avoir quelqu'un, j'espère en tout cas en face d'eux, qui s'adapte et qui ne cherche pas à ce que eux s'adaptent. Donc du coup ça permet un meilleur rapport, une meilleure compréhension et moi je me sens libre de choisir quel outil me semble être le plus approprié pour telle ou telle problématique ou telle personne aussi. Je suis pas coincée, je me sens pas coincée. J'ai pas le souvenir aujourd'hui de m'être dit à un moment donné, oh, là je suis coincée, j'ai pas l'outil. Voilà. Ou alors c'est que vraiment la problématique est à un autre niveau et que je suis pas formée pour ça, quoi, tout simplement. Mais voilà. Et peut-être que là, ces derniers temps, je commençais à me dire « Oh Marie, attention, tu rentres gentiment dans une petite routine mémérisante. » Et du coup, j'ai recommencé une formation, histoire de redynamiser tout ça. Et puis, tu me disais la dernière fois, puis ça transpire vraiment, je trouve, de ton site internet, c'est tu ne cherches pas, si on veut donner une généralité, tu ne cherches pas pourquoi ça ne va pas, mais comment aller mieux. Exactement, mais ça c'est toute la dynamique et toute l'orientation de mon accompagnement. Je ne suis pas psychologue, je suis psychopraticienne. Donc l'origine, bien évidemment qu'elle a un intérêt, elle a un sens, elle est importante, mais une fois qu'on l'a, on fait quoi ? C'est là où j'interviens. Une fois qu'on l'a, on va essayer de trouver les clés pour en sortir, pour la régler, pour atteindre cette résilience et cette croissance post-traumatique s'il y a un traumatisme. Et du coup, moi j'aime pas le pourquoi. Je sais pas, t'as peut-être déjà eu l'expérience, t'arrives, t'es pas au top, t'as une copine qui dit « Mais pourquoi ça va pas ?» c'est hyper culpabilisant, quoi. Laissez-moi aller mal. Non mais, si j'ai envie d'aller mal. Et puis ça, c'est pareil, ça c'est hyper au clair dans ma famille. Des fois, on se réveille du pied gauche, et puis j'annonce, je dis « Je vous annonce, je suis de mauvais poil. » Pourquoi, j'en sais rien, alors me posez pas la question, laissez-moi être de mauvais poil, dans 1 heure ou 2, ça ira mieux. Puis voilà. À nouveau, le respect. On est toujours en train de se dire pourquoi. Non, comment ? Et je trouve que ça change tout. Parce que si devant mon café, je me dis « Ah, mais pourquoi ça va pas ? J'ai tout pour aller bien, mes gamins vont bien, mon mari m'aime, je suis pas cocu, j'ai un boulot qui tourne. Pourquoi ça va pas ?» En fait, 2 heures après, j'y suis encore à chercher la réponse. Tandis que si je me dis « Bon, ok Marie, t'as pas le moral, comment ? Quoi faire pour aller mieux ? Je me bouge les fesses, je vais au sport. » Voilà, et je rentre et puis je suis bien, tu vois. Et du coup, tout est orienté comme ça chez moi, en fait, à trouver la solution. Trouver la solution, donc des choix, en fait. C'est ça. Voilà. Agir. Toujours des choix pour aller mieux. Agir. Génial. Ou choisir de ne rien faire, mais c'est aussi agir. C'est aussi agir et c'est aussi un choix, d'ailleurs. Ça, on a le droit. Ah, moi, ça m'arrive. Il y a des jours, j'ai 3000 choses à faire et j'ai juste envie de ne rien faire. Si je peux me permettre de ne rien faire pendant au moins 1 heure, je m'offrirai ça. C'est magnifique. Et je parlais justement de ton site internet. Donc, quand on le regarde... Excuse-moi de l'image, mais on ne voit pas qu'une psy, désolée, je prends psy, assise dans son fauteuil. On voit tes interventions radio, presse, tes conférences, tes spectacles, tes chroniques, donc dans divers journaux ou magazines, et propositions de services divers, comme des interventions en entreprise. Tu nous racontes quelques-unes de ces expériences ? Ah, c'est des traquenards. C'est des traquenards à chaque fois. Les spectacles. J'ai eu la chance de voir un de tes spectacles il y a quelques années. Je connaissais bien aussi tes... c'était peut-être pas le bon titre, mais tes actus sexo, quelque chose comme ça, dans un magazine d'ado aussi. Oui. Donc, voilà, il y a quand même... Alors, c'est vrai que tout c'est pas que des traquenards. Non, en fait, c'est quelque chose qui, encore une fois, ça rejoint ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a la transmission, puisque du coup, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai été aussi, et je suis toujours enseignante dans ces outils. Donc, la transmission, moi, j'adore ça. Donc, la radio, c'est vraiment un mode de communication et de transmission que j'aime. Et si je pouvais en faire encore, et puis même du visuel, je veux dire,
ça me parle vraiment. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen de vulgariser des outils pour que ça puisse être entendu et puis pour que ça puisse peut-être apporter une petite piste de solution à quelqu'un un jour. Donc c'est vraiment cette optique-là. Donc ça, j'ai eu la chance de le faire dans une radio locale, donc ici dans le Haut-Doubs. Ensuite, tout ce qui concerne les interventions presse, ça c'est mon culot. Moi, je suis très culottée. Donc j'envoie un message. Oh, bonjour, je suis Marie, j'aimerais bien écrire dans votre magazine. Oh d'accord, ok, bon voilà. Et puis du coup, j'ai pu le faire pour au moins 2 magazines. Donc ça c'est chouette aussi. Ça touche à l'écriture, ça touche à ce côté un peu artistique, le choix des mots, l'amour des mots. Je pense, je suis pas la reine de l'orthographe, mais j'aime bien les mots, j'aime bien le sens que ça a. Donc voilà, ça c'est aussi comme ça. Et puis le spectacle, ça allait avec l'un des magazines justement où il y avait des spectacles qui mettaient en valeur des talents, notamment chez les jeunes. Donc moi j'étais la vieille du groupe, mais je l'ai fait pour mon ami aussi qui m'a entraînée là-dedans. Et c'est plaisant, c'était assez fun. C'est un autre moyen de pratiquer ces outils que j'aime pour un côté beaucoup plus léger et ludique. Et ça sort un peu du quotidien, donc c'est assez chouette. Donc voilà, après les conférences et les interventions par-ci par-là, j'ai envie de dire, ça fait partie de mon boulot d'enseignante aussi. Je suis assez à l'aise à transmettre et puis je pense que je suis assez convaincue. Donc à partir de ce moment-là, je suis pas dans le truc de faut que je convainque, faut qu'on me croie, faut que je sois légitime. En fait, moi j'en suis convaincue, je force personne à y croire. Mais par contre, je pense que j'ai le droit d'exprimer mes convictions. Voilà. Donc je le fais dans le perso, dans le pro, sans prétention, mais juste aujourd'hui, j'ai vraiment envie que certains outils et certaines croyances puissent évoluer avec le monde dans lequel on est. Parce que je pense que ça fait beaucoup de mal. Ces croyances dans lesquelles on est enfermé, ça fait beaucoup de somatisation, beaucoup de bobos d'âme. Et c'est évitable. Donc aujourd'hui, c'est un peu mon nouveau combat là, pour, je pense, les 10 années à venir. Donc tu es aussi engagée, tu te sers de cette discipline, couteau suisse pour un engagement. Ouais, je choisis les outils qui me parlent le plus, les notions qui me parlent le plus, qui ont pu m'aider justement dans les moments difficiles où j'ai pu expérimenter concrètement le truc, quoi. Parce que c'est bien beau d'en parler, c'est bien beau la théorie, mais quand tu l'as pas vécu, tu sais pas. Et là, j'ai vécu pas mal de choses quand même, pas tout, heureusement, mais pas mal. Et du coup, je suis convaincue de l'efficacité de certaines clés et j'ai à cœur de les transmettre, en fait. Aujourd'hui, ça m'embête de me dire que seule une partie de la population peut s'offrir le luxe d'aller voir un psy, un coach, qu'importe le nom, pour tenter d'aller mieux. Ça m'énerve. Et pourtant, je fais partie de ce système parce que, comme tout le monde, il y a les factures à payer. Mais ça m'énerve. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vulgariser, j'ai envie de transmettre sous différentes formes, par différentes voies, des outils pour que les gens puissent peut-être avoir un déclic. Alors j'ai essayé la voie classique, qui était le côté très transmission d'outils banal. Bon. Je pense qu'il faut revoir le truc. Je pense que maintenant, il faut provoquer. Moi, j'aime bien aussi un peu provoquer en disant, écoutez, continuez à tout faire pour aller mal. C'est bien aussi d'aller mal. Hein, voilà, après tout, pourquoi pas. Et on va essayer cette voie-là bientôt avec Laurent. Mais ok, j'attends de voir. Ça vient de sortir, c'est cadeau. C'est en avant-première. Non, mais voilà, l'idée, c'est de faire réagir, pas pour donner des leçons, absolument pas, mais pour ouvrir les yeux sur le fait que ce qui était peut-être des convictions il y a de ça 30-40 ans, aujourd'hui c'est plus valable et en fait c'est démontré que c'est plus valable. Et ça nous freine d'ailleurs. Et ça nous freine et ça nous limite et ça développe un tas de saloperies et on s'en passerait bien, quoi. Et donc tu le fais entre autres de par ce podcast. Oui. Voilà. Alors, juste une petite chose, en fait, le podcast donc, que tu as créé avec Laurent et Laurent dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'émission du mois dernier. Voilà, donc je vous mets de toute façon toutes les descriptions sur les réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, je mettrai aussi ton site internet et ton podcast sur les réseaux pour que les gens puissent s'y référer parce que je vous invite vraiment à y aller. C'est hyper intéressant et ce sont des outils vraiment super.
Alors oui, il y a des podcasts avec des séances ciblées thérapeutiques pour répondre à des problématiques du quotidien, mais il y a également des vidéos avec tout un suivi pédagogique et thérapeutique aussi, avec une vraie transmission d'outils qui sont un petit peu plus denses. Voilà. C'est vrai qu'on a développé ça avec Laurent pour pouvoir essayer de toucher un plus grand nombre et rendre accessible ce qui ne l'est pas toujours. Voilà. Et c'est très bien expliqué. Je trouve aussi. Je trouve que tu as une manière de t'exprimer. On le voit déjà dans ce podcast. Mais j'ai pu voir quelques vidéos. C'est très bien fait. C'est très clair. C'est très... Et en même temps, c'est très doux, j'ai envie de dire. Ah bah, je te remercie. Parfois, pour mieux comprendre une personne, on aime connaître ses goûts. Oui. Alors, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Un plat, quelque chose à manger qui te fait plaisir. Spontanément, on est d'accord, je réfléchis pas trop. Tu peux réfléchir, on a le temps. En fait, le truc qui me vient, je crois qu'il y en a plein. Je suis très, très gourmande, mais le poulet rôti. Comme c'est bon, le poulet rôti. C'est bon, le poulet rôti. Et en fait, je crois que ça me vient de ma première grossesse où j'ai eu une envie de poulet rôti toute ma grossesse. Et ça m'est resté. Et quand je te dis une envie, c'est que je suis capable de me taper 2 poulets toute seule, si vraiment je suis en forme. Mais je le fais pas, je te rassure. Parce que derrière, ça fait beaucoup de sport. Mais j'adore ça. J'adore le... D'ailleurs, je crois que je vais me faire un poulet rôti ce week-end. Bon, bah voilà. Un lieu. Un lieu, le Mont Blanc. Ok. Tu y es déjà allée ? Oui. Oh, bravo. Oui. Et puis j'adore la montagne. J'adore la haute montagne. Et je me sens émerveillée à chaque fois que je suis face à ce paysage. Tu y vas comment ? Tu y vas en marchant ? Oui, j'ai déjà fait des treks. Le tour du Mont Blanc, j'ai déjà fait. Encore récemment, on a fait un tour qui était avec vue sur le Mont Blanc. Je suis jamais montée au sommet du Mont Blanc, mais par contre, c'est mon endroit ressource, quoi. Ok. Une couleur ? Eh ben, écoute, je vais te donner ma couleur du moment parce que ça, c'est un petit peu comme mes envies, ça change. Oui. C'est le vert. Ok. Alors ça, tu vois, je l'avais en horreur quand j'étais ado. Et là, tu rentres chez moi, mon canapé est vert, mes murs sont verts, tout est vert, c'est un enfer. Le sapin est vert, tout est vert. Ça fait du bien parce qu'en ce moment, on a encore un petit peu de vert là, mais on aimerait bien avoir plus de blanc. Mais on a encore un petit peu de vert, oui, pour indication. On a fait l'enregistrement juste avant Noël. Ouais. Mais là, oui, c'est vert. C'est pas très vert. Mais en ce moment, je suis dans mon mood vert. J'adore. Ok. Les vacances idéales. Les vacances idéales, du wakeboard, du kitesurf, des activités à gogo, une bonne ambiance, pas de contraintes logistiques, la nature. Et puis les bonnes personnes. Peu de monde, du coup, parce que... Comme vous l'avez compris, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais mon mari, mon ami, mes enfants éventuellement. Et puis, la nature, les activités. Moi, rester une semaine, les doigts de pied en éventail à bronzer, c'est vraiment, mais vraiment pas pour moi. Donc, du sport. Je suis d'accord. Une chanson ? Ou une musique, Ouais. Écoute, je vais te dire ce qui me vient là comme ça. C'est le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, Océno, qui a sorti son album où une de ses chansons s'appelle On se jette à l'eau. Et c'est une chanson qu'elles ont chantée en avant-première à notre mariage et qui prenait tout son sens. Quand tu te maries, on se jette à l'eau. Oui, surtout quand tu t'es déjà marié avant. Et que du coup, tu dis, t'as toujours pas retenu la leçon. Non, tu y retournes. Petite pointe d'humour. Mais et du coup, cette chanson, on l'adore, les filles l'adorent. Et elle a beaucoup de sens, tant par l'ancrage de l'événement que par le message en fait qu'il y a derrière. Donc c'est hyper solaire, c'est hyper... j'adore. On la mettra aussi en description. Et un objet. Ah, c'est rigolo, parce que du coup, je me suis torturé l'esprit avec ça. Et l'objet, c'est ce que tu tiens entre tes mains et moi aussi, c'est un micro. D'accord. Parce que j'ai réfléchi à quelque chose qui avait du sens, encore une fois. Et je me dis, c'est peut-être le fil rouge conducteur de ma vie. Au départ, ça s'est caractérisé par mon rêve de gamine d'être chanteuse.
Voilà, parce que je voulais être chanteuse. Ok. Donc, je prenais des cours de chant pour être chanteuse. Voilà, je voulais être chanteuse. Puis ensuite, quand je suis arrivée dans la région, le culot de pouvoir contacter la radio et j'ai pu faire mes chroniques à la radio jusqu'au moment où, aujourd'hui, je suis à faire des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur Internet, à transmettre en fait. Et pour moi, le micro, c'est le moyen de se faire entendre sans crier. Oui. Et de transmettre des idées, des émotions, de véhiculer quelque chose. Et je trouve que du coup, ça me représente assez bien. Génial, et je te comprends totalement. Je commence à aimer ça. Moi, tu sais que j'en avais peur du micro. C'est pas évident les premières fois. Mais surtout qu'avant, ça fait des années que je rêve d'être journaliste, depuis que je suis gamine, en réalité. Par contre, je m'étais toujours dit, jamais à la radio. Je sais pas pourquoi, j'avais une peur du micro, de la radio, de la voix, voilà. Pourtant, être filmé me dérange moins, je sais pas pourquoi, voilà, je vais pas de... Mais juste la voix me fait une peur. Et puis au final, tu vois. Comme quoi, non mais moi je détestais ma voix. Quand j'écoutais ma voix, je me dis, c'est pas moi, mais ça c'est normal parce qu'on s'entend pas de la même manière. Et en fait, aujourd'hui, ça y est, je m'y suis faite, j'ai envie de te dire, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'en bouffe. Ouais, voilà, puis c'est c'est un super moyen, je trouve. Ouais, exactement. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, le fil rouge conducteur, il est là, et peut-être qu'un jour, j'aurai mon propre micro en train de faire mes propres conférences, et puis pourquoi pas. Tout à fait. Et puis un livre. Alors, le livre, c'est pas très original. Et tu aimes lire ? J'aime bien lire, mais quand j'ai du temps, et c'est-à-dire que là, c'est pas derniers toujours. temps. Voilà. Non, mais à lire, ce qui est étonnant, c'est que j'aime bien les livres, on va dire un peu de transmission d'outils, de vision, sur l'éducation, tout ça. Mais j'adore les thrillers un peu glauques, un peu gore, un peu les trucs, tu vois, où il faut, où tu fais les cauchemars la nuit et tu te dis, mais c'est qui l'assassin ? Je comprends pas. J'adore. Mais voilà. Ouais, non, mais tu vois, je suis très. Mais ce que je t'ai ramené a rien à voir. C'est le GR du Tour du Mont Blanc. Ok. Voilà, puisque c'est mon premier trek que j'ai fait. D'ailleurs, il est bien usé, donc je pense que il a bien servi. Il a bien servi. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ma thérapie, ce trek, parce que il est arrivé juste après mon divorce. Et j'ai toujours eu envie de le faire, mais mon mari de l'époque soit ne m'en sentait pas capable, soit n'avait pas envie de le faire, ça lui appartient. Mais du coup, moi, je l'avais toujours retardé. Et mon mari de ce jour, d'aujourd'hui, est passionné de trek aussi. Et du coup, on l'a fait ensemble. Donc ça faisait pas 6 mois qu'on était ensemble que nous voilà partis pour faire le trek du Mont Blanc. J'ai galéré. En plus, j'avais des problèmes de souffle à cette époque, donc c'était pas joyeux. Mais tout le long, je m'étais dit qu'à chaque difficulté, qu'à chaque douleur, qu'à chaque pas, je m'éloignais de cette poisse que j'avais là depuis bien plusieurs mois. Et je m'étais dit, si je le finis, c'est que ça y est. Enfin, j'ai un boulevard devant moi et je vais rayonner, quoi. Donc, je me suis tenue mentalement comme ça, en me disant, mais tu vas y arriver. Et quand tu l'auras fait, c'est que ton couple va fonctionner et c'est que toi, tu vas pouvoir être heureuse. Et je l'ai fini. Alors, pas tant bien que mal, mais je l'ai fini. Donc voilà, ça c'est la petite histoire. Ça a été le début de notre petite routine qui est de se faire un trek par an avec mon mari. Donc plus ou moins grand, parce qu'avec 3 enfants, tu te doutes bien que c'est pas toujours évident de partir 20 jours. Mais voilà, c'est le début d'une belle série. Bravo. Bravo. Eh ben écoute, je tiens vraiment à te remercier. Merci à toi. Pour tout ce que tu m'as transmis, mais ce que tu nous as transmis aussi. Parce que d'avoir une personne comme toi qui a vécu autant de choses, donc des belles comme des beaucoup plus difficiles, et de voir ton sourire, ta manière d'être, et puis surtout tout ce que tu transmets, c'est magnifique. Je suis persuadée que ça apporte, tu as le potentiel d'apporter énormément. Et tu disais, tu as envie d'apporter à un plus vaste public. Je pense que ce podcast est aussi une possibilité et je pense que beaucoup de gens seront très heureux de t'écouter. Eh ben écoute, c'est très gentil à toi et puis si ça peut donner en tout cas des petites lueurs à certaines personnes qui sont en difficulté, accrochez-vous, une fois que c'est passé,
c'est du bon. C'est du bon, c'est du bon. Très belle parole de fin. Merci. Je t'en prie. Merci à vous d'avoir écouté cette rencontre. J'espère que l'histoire de Marie vous aura inspiré, étonné et surtout motivé à devenir la meilleure version de vous-même. En attendant les prochaines interviews, suivez-nous et abonnez-vous à l'émission Parcours de choix sur toutes les plateformes podcast. Et pour découvrir les visuels et les rencontres à venir, rendez-vous sur l'Instagram de l'émission. Et pour ma part, je vous dis à dans un mois.